des mandats pendant le mandat des nouveaux élus, avec notamment un premier temps de mobilisation fort durant la fête des possibles qui aura lieu en septembre. Et du coup, en attendant que la situation se rétablisse et qu'on puisse se réunir à nouveau en vrai, il y a ces webinaires du coup, qui interviendront toutes les 2 semaines, donc toujours le mercredi de 17h à 18h sur un thème différent à chaque fois. Entre-temps, on vous partagera toutes les formations et autres activités qui sont proposées par les partenaires. Parce que c'est pas parce qu'on est tous chez nous seuls ou quasi seuls que c'est pas possible d'agir tout de suite et localement. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Et maintenant, on va donner la parole à Arthur, donc, qui va pouvoir partager son écran lui aussi, s'il a un diapositive à vous montrer. Et voilà, je reprendrai la parole tout à l'heure. Bon visionnage. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Marie, je te laisse me répondre si ça fonctionne. Ouais, moi je t'entends très bien. Ok. Merci beaucoup pour cette introduction très intéressante. On est bien content d'avoir contribué au pacte et de voir qu'il y a eu déjà 1000 signatures sur au moins 10 mesures proposées. Ça m'intéresserait de savoir si parmi ces 10 mesures qui ont été validées plus de 1000 fois, il y en a beaucoup qui concernent l'alimentation. Et donc, tu m'as proposé de faire une petite intervention pour parler de résilience alimentaire ce soir. Donc, je pense que c'est une très bonne occasion de le faire maintenant qu'on est tous confinés, qu'on a plein de temps pour nous. Est-ce qu'on voit mon écran et la présentation PowerPoint en particulier? Ouais, on voit tout bien. Est-ce qu'on voit bien que la présentation? Parce que sur mon écran, il y a plein d'autres choses qui perturbent la lecture. Ouais, on voit que le diapo. Ouais, pas de souci. Ok, parfait. Je vous lance. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Arthur Grimont-Pont. Je suis ingénieur à la base dans un secteur qui n'a rien à voir avec l'agronomie. J'ai travaillé pendant 3 ans pour des collectivités publiques sur des sujets liés à l'aménagement du territoire. J'ai fait un peu de bénévolat pour des associations pour me cultiver sur les questions d'énergie et de climat. Notamment au Shift Project, où j'ai rencontré Félix, l'Allemand. Et il y a 1 an et demi, on a monté une association qui s'appelle Les Greniers d'Abondance. Et je vais vous expliquer quel est l'objet de cette association. Et on parle évidemment donc de résilience alimentaire dans cette association. Alors peut-être pour vous expliquer le nom de l'association, ça permet d'introduire le sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qu'est un grenier d'abondance. C'était des bâtiments qui historiquement étaient installés dans des grandes villes. Il y en a un notamment à Lyon, où j'habite actuellement, sur les quais de Saône. Et ça servait à entreposer des grandes quantités de céréales lors des années où on produisait beaucoup, pour pallier à des années éventuellement plus difficiles. C'était donc à une époque où les pouvoirs publics assuraient la sécurité alimentaire de leur population via des stocks importants. Aujourd'hui, comme on va le voir, on a un système alimentaire qui produit de façon massivement excédentaire des aliments à l'échelle, en tout cas nationale. Et de ce fait, on est dans une illusion d'abondance qui fait qu'on se préoccupe assez peu de notre sécurité alimentaire. Et on va voir dans cette présentation pourquoi on a des raisons de penser que cette sécurité alimentaire n'est pas totalement acquise dans les années qui viennent. Euh, alors, pour comprendre ça, est-ce qu'on... Ah, je m'entends en écho, il faudrait que les personnes qui m'écoutent coupent leur micro si possible, parce que il doit y avoir un délai. Et, du coup, voilà. Donc pour essayer de comprendre ça, on va essayer de prendre un exemple tout simple d'un produit de consommation courante que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. On prend l'exemple d'un yaourt à la fraise. Et si on décompose sa liste d'ingrédients, elle est relativement simple, il y a des produits beaucoup plus complexes. Bonne nouvelle, ça commence par du yaourt. Ensuite, pour constituer ce yaourt, bien sûr, on a besoin de lait. Et en général, en fait, le yaourt industriel est obtenu en recomposant un ensemble de sous-produits
de la dessiccation du lait. Donc, il y a du lait écrémé, de la poudre de lait, de la crème, de la poudre de lait écrémé, tout un tas de choses qui sont obtenues grâce à une usine. Mais tout ça, d'abord, il faut bien sûr une vache, il faut nourrir cette vache. Donc aujourd'hui, dans la majorité des systèmes d'élevage français, la ration des bovins est complémentée avec, par exemple, du maïs, avec du grain et avec du colza, par exemple, ce qui permet de l'enrichir en nutriments. Suite à quoi, on ajoute à ça aussi une part de soja qui vient éventuellement d'assez loin. Et chacune de ces cultures nécessite de la mécanisation, un certain nombre d'intrants, des engrais, de la chimie et des fertilisants. Donc rien que l'obtention de lait, c'est déjà quelque chose d'assez complexe. Ça, c'est tout ce qui permet aujourd'hui d'obtenir des fertilisants. Donc vous voyez par exemple une usine de fabrication industrielle, une usine de fabrication d'urée. C'est aujourd'hui une grande partie des fertilisants azotés viennent de ce type d'usine. Ça engloutit une part importante des gaz naturels qu'on consomme sur Terre. Et donc, la grande majorité des protéines qu'on consomme provient à un élément d'azote qui a été obtenu grâce à ce type de procédé hautement industriel. Donc, à partir de là, on a réussi à obtenir du lait. Il faut encore traire ces vaches, acheminer du lait jusque dans des usines. Et ensuite seulement, on passe à l'ingrédient suivant. Donc, vous voyez que pour chacun de ces ingrédients, je ne vais pas trop m'attarder dessus, bien que ça puisse être assez long et intéressant de voir pour chacun des ingrédients à quel point le procédé est complexe. Et vous voyez que pour chacun de ces ingrédients, il y a tout un ensemble d'industries, de transports qui sont mobilisés. Pour la fraise, c'est quand même intéressant de prendre cet exemple, parce qu'en France, on importe à peu près la moitié des fruits et légumes qu'on consomme, notamment une grande partie vient d'Espagne. Vous voyez qu'il y a une petite péninsule qui se situe tout en bas de l'Espagne, la péninsule d'Almeria. Là, je ne peux pas vous le montrer avec mon curseur probablement, mais vous voyez une petite pointe blanche à l'extrémité, presque tout au sud de l'Espagne. Et si on zoome dessus, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est une péninsule qui fait quand même la taille, qui est plus grande que la métropole de Montpellier. Et si on zoome encore, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça s'appelle la mer de plastique. On l'appelle la mer de plastique. C'est à Almeria et ce sont des centaines de milliers d'hectares recouverts donc de serres avec des cultures intensives hors sol de fruits qu'on consomme massivement en France en hiver et puis qui viennent bien sûr enrichir les chaînes d'approvisionnement des produits de consommation courante qu'on trouve dans nos hypermarchés. Donc on pourrait faire ce travail pour l'ensemble des ingrédients qui composent ce yaourt. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous voyez que pour chacun de ces ingrédients, il y a un grand nombre d'industries qui sont mobilisées, un grand nombre d'espèces végétales et d'espèces animales. Et donc en fait, un yaourt à la fraise, c'est un produit qui est hautement industriel et très complexe à obtenir. En fait, il y a probablement peu de personnes qui ont l'expertise de comprendre ce qu'est un yaourt à la fraise tout seul. Il faudrait peut-être faire une thèse pour comprendre la complexité incroyable contenue dans un seul produit de consommation courante au supermarché. Donc voilà, là j'ai balayé une douzaine d'espèces végétales et animales que contiennent ce yaourt et un ensemble d'usines. Il y a bien sûr du transport. Donc là, vous voyez par exemple un navire vraquier qui importe des tourteaux de soja. Il y a des transports à absolument toutes les étapes. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que, donc là vous voyez la base de Saint-Quentin-Falavier, c'est en Isère, donc pas très loin de Lyon, qui fait 16 000 hectares il me semble. En fait, la grande distribution, dont une grande majorité des produits passent par ce type de plateforme logistique, la grande distribution, les hyper discounts et tout ça, ça concerne à peu près 87, on peut dire 90% des aliments qu'on consomme dans un pays industrialisé comme la France. Donc quand on parle du système alimentaire majoritaire, c'est ça. C'est ce à quoi ça ressemble aujourd'hui très majoritairement, le système alimentaire. Et on va voir que ce système alimentaire est vulnérable à de nombreux points de vue. Donc c'est ça la suite de mon exposé. Donc voilà la façon dont on a choisi de représenter le système alimentaire et toute sa complexité. Vous voyez qu'il fait intervenir tout en haut à gauche des intrants agricoles. Ensuite, les fermes, c'est ce qu'on regroupe dans le volet production. Ensuite, il y a toute une partie transformation qui comprend notamment l'industrie agroalimentaire, avec les premières transformations comme celle du lait, l'obtention du yaourt, et puis les secondes transformations qui permettent d'aboutir à des produits plus complexes. Ensuite, il y a de la distribution.
qui passent notamment par des bases et des plateformes logistiques comme celles que je viens de vous présenter. Ensuite, il y a les mangeurs que nous sommes, les consommateurs, qui font des choix dans leur régime alimentaire. Et enfin, tout cela génère une grande quantité de déchets qui, pour la plupart, ne sont pas du tout recyclés, c'est-à-dire réinvestis dans le système alimentaire lui-même. Donc voilà une façon de se représenter la grande complexité du système alimentaire. Et on va voir que ce système a plusieurs vulnérabilités. Avant de parler de vulnérabilité, comme je vous le disais, on baigne aujourd'hui dans une grande abondance. C'est-à-dire qu'en tout cas, on a l'impression de manquer de rien. Dans un pays industrialisé comme la France, on n'a pas eu à faire face à des disettes, ni même, hormis très ponctuellement, récemment d'ailleurs, à des pénuries concernant quelques biens de consommation courante. Disons que ça fait peut-être plus d'un siècle qu'on n'a pas eu affaire à une vraie famine ou même à une disette. Et peut-être même au-delà pour parler bien au-delà pour parler d'une vraie famine. Ça, c'est en grande partie dû à l'explosion des rendements agricoles que vous pouvez voir sur ce graphique. Donc, chacune des couleurs représente un grand type de culture sur ce graphique. Et vous voyez que depuis le milieu du graphique, les années 1950, il y a eu une explosion de la production nette de la plupart des grandes cultures. Par exemple, en orange, vous voyez la production nette de céréales en France. Elle a été multipliée depuis les années 70 peut-être par un facteur 6 à 10, c'est difficile de voir sur ce graphique, mais c'est très 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 important. Et ça s'est fait dans une période de temps où la surface cultivée, donc c'est la courbe en rouge, la surface cultivée en France a diminué. Donc attention, l'échelle est décalée, on part non pas de 0, mais de 28 millions d'hectares à gauche. Donc elle n'a pas diminué aussi drastiquement que ne peut le laisser penser ce graphique, mais elle a diminué disons entre 1880 et 2016, elle a diminué quand même de près d'un tiers. Donc c'est assez important. Ce sont des surfaces agricoles qui sont transformées en friches notamment. Et donc, malgré cette diminution des surfaces cultivées, on assiste à une explosion des rendements de la plupart des cultures. Donc on n'a pas du tout l'impression qu'on se situe dans une situation de danger imminent, et loin s'en faut. D'ailleurs, la France est un exportateur très important de produits agricoles. Alors qu'est-ce qui peut nous laisser penser malgré tout qu'on risque d'avoir à faire face à des contraintes dans un futur relativement peu éloigné? Alors première menace, peut-être la plus connue d'entre toutes, la plus étudiée, c'est le changement climatique. Donc je ne l'ai pas écrit. Si je reviens sur le graphique que je viens de vous montrer, il y a quelques années qui sortent un peu du lot. Vous voyez qu'au niveau de 1976, il y a une baisse assez importante des rendements. Vous voyez que cette baisse se reproduit en 2003 et que la toute dernière année qui est montrée sur ce graphique, c'est 2016, il y a également une baisse très importante, avec à chaque fois une perte de 20 à 30% des rendements sur toutes les grandes cultures. Et en fait, ce qui rend ces années si particulières, c'est qu'elles ont systématiquement été des années d'intempéries très importantes. À savoir, en 1976, c'était une année de sécheresse très importante pour ceux qui l'ont connue, ce qui n'est pas mon cas, bien sûr. 2003, ça c'est l'année canicule de référence dont on se souvient tous. Disons avant peut-être l'été 2019 qui était assez torride. Et l'année 2016, cette fois-ci, c'était des inondations très importantes qui ont fait pourrir sur pied une grande quantité de récoltes à travers la France. Donc on voit que malgré cette tendance à la hausse très importante des rendements, mais il y a quelques années très compliquées dans lesquelles, en fait, ça, ce que je vous montre, ce sont des rendements à l'échelle nationale, mais ça veut dire que dans une région particulièrement touchée par la sécheresse, la perte de rendement a pu atteindre les 100%. Il peut y avoir ce qu'on appelle une calamité agricole où on perd l'intégralité des cultures. Donc à l'échelle d'une région agricole, ça peut bien sûr être très problématique. Donc ça, c'est pour parler du passé. Maintenant, si on regarde ce qui va nous arriver dans le futur. Alors, ça, c'est un graphique qui vous présente l'évolution comparée de la température sur Terre, en rouge, et de la concentration en CO2 atmosphérique depuis le dernier million d'années, en gros. Donc, vous voyez que cette température a beaucoup évolué sur un million d'années. Et on voit qu'il y a une alternance de périodes froides, donc c'est les moments où la courbe rouge est en bas, et de périodes plus chaudes, le moment où il y a des pics de température sur cette courbe rouge. Donc c'est ce qu'on appelle respectivement des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires.
Et ce sont des périodes qui sont relativement peu distantes en termes de température moyenne sur Terre, parce qu'il y a à peu près 5 degrés d'écart de température moyenne qui les différencie. Et pourtant, l'impact sur les écosystèmes est absolument gigantesque. Donc en haut à gauche, vous voyez une carte de la France pendant le dernier maximum glaciaire qui a précédé donc l'Holocène, il y a à peu près 12 000 ans. Donc la température était inférieure d'à peu près 6 degrés à la température moyenne actuelle. Et vous voyez que le nord de l'Europe était recouvert par des glaciers, dont certains faisaient plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Toute la France était recouverte d'une toundra, c'est-à-dire d'une prairie sèche, froide, très peu productive. Et il y avait de la taïga jusqu'en Espagne, donc en gros un climat sibérien jusqu'au sud de l'Espagne. Donc ça, c'est à peu près 6 degrés de moins qu'aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi une corrélation très importante entre la concentration en CO2 atmosphérique et la température moyenne du globe. Donc, qu'est-ce qui se passe 10 000 ans plus tard? On voit que la Terre s'est réchauffée d'environ 6 degrés en 10 000 ans, ce qui est un rythme de réchauffement assez classique disons pour le passage d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire. Et voilà aujourd'hui vers quoi on se dirige. Donc, si vous regardez la courbe bleue, on était avant l'entrée dans l'ère industrielle, bien en deçà de 300 particules par million de CO2, et on arrive aujourd'hui au-dessus de 410 particules par million de CO2. Donc ça laisse présager d'une évolution brutale, et en fait qu'on n'a jamais connue depuis ce dernier million d'années, de l'évolution de la concentration en CO2 et donc de la température sur Terre. Donc, grâce à ça, il y a des milliers de scientifiques, de climatologues qui cherchent à évaluer les conséquences, disons, de cet impact en fait très brutal à l'échelle des temps géologiques et climatiques. Et on parle de sensibilité climatique. On essaie d'estimer quel va être l'impact sur le climat de l'évolution de cette concentration en CO2. Et donc, il y a différents scénarios qui sont élaborés et qui permettent de faire des prévisions, parfois même assez fines, régionalisées, de l'évolution du climat sur Terre. Alors, si on prend par exemple l'indice d'humidité des sols, c'est très intéressant de le regarder pour ce qui concerne l'agriculture, parce que l'eau, c'est le premier facteur limitant dans la croissance des plantes. Donc, vous prenez la carte de référence 1970 où toutes les régions correspondent à l'état de référence. Si on fait une projection, en 2055, vous voyez qu'il y a une grande partie des régions dont l'indice moyen d'humidité des sols correspondra au niveau sec à extrêmement sec de la référence. Et là, on se situe donc dans un scénario d'évolution intermédiaire du climat, c'est-à-dire le RCP 6.0 du GIEC, pour ceux qui connaissent. Et cette fois-ci, si on regarde un peu plus loin dans le siècle, en 2085, on voit que la quasi-totalité de la France aura un niveau de sécheresse moyen des sols correspondant au niveau extrêmement sec actuel. Et ça, c'est le niveau moyen. C'est-à-dire qu'il y aura des années qui seront beaucoup plus sèches que ça encore, et qui atteindront donc des niveaux de sécheresse qu'on n'a jamais connus à ce jour. Et compte tenu du fait de ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait que donc, la sécheresse impacte fortement les rendements, il y a lieu de penser que les rendements vont connaître à la fois une décroissance de façon à peu près certaine du fait de ces sécheresses, et aussi des années plus compliquées, qui ne seront pas simplement une baisse tendancielle des rendements, mais carrément probablement un effondrement de ces rendements. Donc si on reprend le schéma du système alimentaire que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que cette menace du changement climatique affecte principalement le volet production. Alors il y aurait aussi éventuellement des impacts plutôt de type situation de crise sur la distribution, parce qu'on peut endommager des infrastructures avec des événements climatiques extrêmes. Mais bon, le gros des impacts du climat se situe sur le volet production du système alimentaire. On va voir qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur d'autres parties du système alimentaire. Alors une autre menace, c'est l'effondrement de la biodiversité, qui est appelée comme telle d'ailleurs par les écologues, dans les sciences de la vie de la Terre. On parle effectivement d'un effondrement de la biodiversité. Je veux dire que c'est un terme qui est tout à fait accepté dans le milieu scientifique aujourd'hui, où on parle même d'anéantissement.
Souvent, le fait qu'on soit étonné de parler en ces termes, c'est qu'on a une mauvaise compréhension, une mauvaise vision de ce qu'est la biodiversité sur Terre. C'est intéressant pour ça d'essayer de se représenter à quoi ressemble le monde vivant qui nous entoure. En termes de masse, par exemple, vous voyez que donc ça, c'est un graphique assez intéressant qui vous présente la répartition par masse des mammifères terrestres, en prenant donc tous les animaux dont la masse est relativement importante. Donc, vous voyez les humains au centre, qui constituent une bonne part de la masse totale des mammifères terrestres. Et vous voyez en marron l'ensemble des animaux élevés par l'homme, l'ensemble des mammifères élevés par l'homme. Donc les bovidés à gauche, les équidés en bas, qui sont beaucoup moins nombreux en poids en tout cas que les bovidés. Vous voyez aussi les ovins, les caprins, les porcins. Et l'ensemble de la faune sauvage, l'ensemble des mammifères terrestres qui peuplent la faune sauvage sont regroupés dans les points, dans les petits carrés verts. Il y a à peu près 95 ou 98%, suivant le mode de calcul, de la masse des mammifères terrestres qui est occupée aujourd'hui par l'homme et ses animaux de ferme. Donc voilà à quoi ressemble disons, la biodiversité, disons, du moins dans les espèces qu'on est amené à côtoyer au cours de nos vies. Et ça, si vous revenez 10 000 ans en avant, au début de l'agriculture, les ratios étaient à peu près inversés. L'homme n'avait pas d'animaux, n'avait aucun bétail, et puis le monde vivant sauvage était largement plus développé. Donc voilà l'état de base aujourd'hui dans lequel on se situe. Et cependant, malgré ce constat qui fait déjà un peu froid dans le dos quand c'est la première fois qu'on y est confronté, c'était mon cas en tout cas, on voit qu'on n'est pas du tout dans un état stabilisé. Cette biodiversité continue de reculer très rapidement. Et on le voit d'ailleurs à d'autres échelles que celle des mammifères. Il y a le cas des insectes, où il y a un constat absolument frappant que chacun a pu faire dès lors que vous avez plus de 20 ans. C'est le fait qu'aujourd'hui, si vous faites plusieurs centaines de kilomètres en voiture, vous rencontrez, il n'y a pas un seul insecte qui vient s'écraser sur votre pare-brise, alors que rien qu'à mon échelle de vie, je me rappelle que quand j'étais petit, bien sûr que c'était le cas. Et ça, c'est appuyé par de nombreuses études, dont une récente qui parle d'un déclin de 67% de la masse des arthropodes. Donc les arthropodes, c'est une catégorie du monde vivant qui regroupe d'ailleurs le plus grand nombre d'espèces animales, la plus grande diversité en termes d'individus et de nombre d'espèces. Et donc il y a un effondrement d'à peu près 2/3 des populations d'arthropodes dans les prairies. Donc c'est une étude qui a été conduite en Allemagne, mais dont on peut malheureusement probablement étendre les résultats à d'autres régions du monde, disons, industrialisées. Donc 2/3 de déclin des arthropodes, ça veut dire que, tout simplement, pour dire la chose clairement, il y a 10 ans, il y avait 3 fois plus d'insectes. C'est un déclin qui est absolument alarmant et qui nous dépasse complètement. C'est extrêmement dur de se rendre compte de l'impact que ça aura sur les écosystèmes, d'autant plus que les insectes se situent à la base de la chaîne alimentaire. Donc ça se matérialise déjà par des impacts sur les espèces qui suivent dans la chaîne alimentaire, et notamment il y a une décroissance rapide aussi du nombre d'oiseaux dans les champs en France. À quoi c'est dû cet effondrement de la biodiversité? Les causes ne sont pas à chercher très loin, vous devez les connaître pour la plupart d'entre vous, j'imagine. C'est simplement qu'on détruit les habitats du monde vivant sauvage. C'est le cas pour les insectes, c'est le cas pour la plupart des autres animaux. Ça, c'est la première cause de déclin de la biodiversité sur Terre, c'est la destruction des habitats. Donc ça, vous voyez ici une carte de France des espaces qu'on appelle à haute valeur naturelle, c'est-à-dire des espaces avec des haies, des prairies permanentes, des zones humides, tout un ensemble d'éléments fixes dans le paysage qui permettent d'abriter une certaine faune sauvage. Et une même carte mise à jour avec des critères identiques, mais en 2000, vous voyez que ces espaces à haute valeur naturelle ont complètement fondu et que dès l'année 2000, aujourd'hui ça s'est probablement encore un peu empiré, ces espaces sont aujourd'hui confinés au massif montagneux, en gros. Il y a les Alpes, les Pyrénées, une partie du massif central. Il n'y a pas que la Sologne aussi. Mais la quasi-totalité des plaines fertiles en France ne sont plus considérées comme des espaces à haute valeur naturelle. C'est-à-dire qu'ils n'accueillent plus du tout le niveau de biodiversité qu'ils pouvaient accueillir dans les années 1970. Donc cet effondrement de la biodiversité a lui aussi un impact fort sur la production agricole. En fait, les insectes rendent un grand nombre de services écosystémiques qui sont très durs à comptabiliser,
et ils ont estimé même sur le plan économique. Mais par exemple, ils fournissent la pollinisation. La pollinisation, c'est à peu près 2/3 des espèces de plantes cultivées sur Terre qui dépendent de la pollinisation. Et en France, une grande partie des espèces qu'on cultive sont dépendantes de la pollinisation aussi. D'autre part, toute la faune du sol, dont on a assez peu parlé ici, il y a relativement peu d'études qui arrivent à estimer l'évolution de ces populations d'insectes qui sont dures à mesurer. Mais on pressent bien sûr que cette faune est en déclin rapide aussi. La faune du sol participe massivement à entretenir et à renouveler la fertilité du sol. Donc ça, c'est à nouveau un autre problème vis-à-vis de la production. Donc double problème sur la production. Une autre menace qui pèse sur ce système alimentaire, très industriel, qu'on a évoqué, qu'on a essayé de dessiner rapidement en première partie, c'est la contraction énergétique prochaine. On a vu que ce système était massivement dépendant de l'énergie. Tous les maillons en fait, de ce système sont dépendants de l'énergie. Donc aujourd'hui, par exemple, on utilise bien sûr des machines agricoles qui sont assez puissantes, comme cette moissonneuse-batteuse en haut à gauche. Et en fait, le système, les fermes étaient massivement autonomes en énergie, dans le sens où une grande partie des terres qu'on cultivait étaient destinées à alimenter des animaux qui fournissaient eux-mêmes la puissance mécanique nécessaire aux travaux des champs. Aujourd'hui, l'explosion des rendements s'est payée au prix d'une dépendance totale des systèmes agricoles à une source d'énergie importée, et en l'occurrence des énergies fossiles. Mais cette dépendance de notre alimentation à l'énergie ne s'arrête pas du tout au travail des champs. En haut à droite, vous voyez une excavatrice dans une mine de phosphate au Togo. Donc ça, ce sont des machines absolument géantes qui font la taille d'un immeuble de 20 étages. Et bien sûr, ces machines tournent grâce à de l'énergie fossile. Et donc ça, c'est une autre dépendance massive de l'agriculture à l'énergie. Elle provient de l'utilisation importante des engrais de synthèse, des engrais miniers. On estime qu'il y a une énergie grise, c'est-à-dire une énergie associée à l'utilisation de ces engrais, qui est équivalente à l'énergie utilisée pour le travail des champs dans l'agriculture. Donc ça vous montre que c'est un poste de dépendance très important de l'agriculture. En bas à gauche, il y a toujours cette usine de fabrication d'urée que je vous ai montré tout à l'heure, qui emploie donc une grande partie, une partie non négligeable du tout des ressources de gaz naturel sur Terre. Et puis enfin, un point crucial qui est bien sûr le transport, illustré par Fred, déjà mis en bas à droite. Le transport, il y en a dans absolument toutes les étapes du système alimentaire. Et on estime qu'aujourd'hui en France, alors je crois que j'ai l'estimation qui suit, je vais voir si je peux avancer. Oui. On estime qu'en France, tous les jours, il y a à peu près 30 000 semi-remorques qui traversent la France d'un bout à l'autre pour assurer l'approvisionnement, bien souvent en flux tendu, des plateformes logistiques, puis des plateformes de la grande distribution. Alors, je reviens au graphique précédent. Pourquoi c'est inquiétant cette dépendance massive au transport ? C'est qu'on voit que jusqu'à présent, notre consommation et la production mondiale de pétrole a toujours cru. Il y a une stagnation qui a commencé à apparaître à partir de 2005. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie pense d'ailleurs qu'on a atteint le pic du pétrole conventionnel aux alentours de cette date, 2005. Et disons que la stagnation a pu être compensée par la mise en production des pétroles de schiste aux États-Unis en particulier, qui sont repassés premier producteur mondial. Et donc cette production, c'est ce que vous voyez apparaître en bleu, est venue compenser le déclin des puits mis en production existants, en conventionnel. Et le scénario de l'AIE laisse entrevoir qu'on aura de grandes difficultés à maintenir cette mise en production constante de pétrole de schiste dans les années à venir. Donc vous voyez que d'ici à 2025, il faudrait mettre en production 18 millions de barils par jour, ce qui, je crois, correspond à la production de 3 Arabies saoudites, donc en l'espace de quelques années, pour compenser le déclin des réserves actuellement mises en production. Donc ça fait dire au directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie qu'on risque de faire face à supply crunch, il dit, c'est-à-dire une contraction de l'offre globale de pétrole d'ici à 2025. Autrement dit, probablement un pic pétrolier mondial.
Et ce qui serait bien sûr problématique parce qu'on serait amené à se partager une ressource qui baisse en étant toujours de plus en plus nombreux et avec des besoins croissants en cette matière, notamment pour des besoins vitaux comme l'alimentation. Donc cette éventualité, si elle se réalise, aurait des impacts bien sûr sur la production, comme on l'a vu, mais aussi sur tous les maillons du transport du système alimentaire, qui deviendraient probablement beaucoup plus chers, voire pas rentables, qui pourraient mettre en faillite différentes entreprises qui reposent trop massivement sur le transport. Donc le système alimentaire tel qu'il est conçu fonctionne de façon assez fluide, avec une consommation très importante d'énergie. Et c'est pas sûr que ça puisse être le cas dans un futur proche. Et enfin, une menace plus tangible, plus facile à appréhender, et dont on parle assez régulièrement, c'est l'artificialisation des sols. Donc là, j'ai pris cet exemple pour l'illustrer lors d'une présentation faite à Lyon. Donc s'il y a des Lyonnais qui écoutent, vous connaissez peut-être, là, vous voyez le Grand Large en haut. C'est un grand bassin qui se situe sur le Rhône. Et donc là, c'est la périphérie est de Lyon. Et c'est une photo aérienne qui a été prise dans les années 1960. Et je la superpose exactement à la même échelle avec une photo d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'une grande partie de ces plaines fertiles ont été artificialisées, c'est-à-dire transformées en construction humaine pour y construire de l'habitat individuel. C'est à peu près la moitié de l'artificialisation des sols, l'habitat individuel, mais aussi des entrepôts logistiques, de la grande distribution, des zones industrielles. Et à chaque fois, cette artificialisation se fait sur des terres, très souvent se fait sur des terres fertiles, parce que les villes se sont historiquement implantées à proximité immédiate des terres les plus fertiles, donc notamment dans les alluvions des grands fleuves. Donc ce sont des terres qui sont de façon irrémédiable perdues pour la production alimentaire. Et il se trouve en plus que ce sont des terres qui sont à proximité immédiate des habitants qu'elles permettraient de nourrir. Donc c'est assez problématique, bien sûr. Donc, on a balayé dans cette première partie un ensemble de menaces. Je regarde l'heure qu'il est, parce que je pense que je suis un peu long, 17h40. Et on voit que donc, on ne fait pas face à un seul type de menace, mais plutôt un faisceau de menaces qui sont de nature très différente, dont certaines sont très prévisibles dans le temps et d'autres un peu moins prévisibles. Et ces menaces convergent les unes avec les autres et nous incite à nous pencher sur le concept de résilience. Donc la résilience, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode et donc de plus en plus galvaudé peut-être. Nous, ce qu'on entend par résilience, c'est la capacité d'un système à continuer à assurer ses fonctions essentielles quand il est soumis à des situations de crise, des perturbations du contexte extérieur. Et dans le cas d'une fonction absolument essentielle, comme nous alimenter pour le système alimentaire, on se dit que c'est très intéressant et même essentiel de réfléchir à cette question de la résilience. Et on voit que ça intéresse d'autres personnes que nous, petite association Les Greniers d'Abondance. Là, c'est un projet de loi qui a été discuté au Sénat en décembre dernier sur la résilience alimentaire des territoires et qui comportait un grand nombre de points, comme notamment l'interruption totale de l'artificialisation des sols. Et puis il y avait tout un ensemble d'autres choses qui visaient à responsabiliser notamment les collectivités sur la sécurité alimentaire de leurs habitants. Et donc cette proposition de résolution a de l'association qui était présent. Néanmoins, on pense que ça vaut le coup de continuer à travailler sur cette question. Je vais vous présenter quelques exemples de voies de résilience, c'est-à-dire de transformation que des collectivités territoriales, donc comme des communes, des intercommunalités ou des départements, donc quelques transformations que ces collectivités peuvent mettre en œuvre à leur échelle pour développer la résilience de leur système alimentaire et donc garantir la sécurité sur le plan alimentaire de leur population, malgré les grandes menaces qui pèsent sur le système alimentaire. Donc j'ai repris le schéma assez complexe du système alimentaire pour vous présenter une voie de résilience, disons une idée de projet à mettre en œuvre à l'échelle d'un territoire qui agit sur de nombreux aspects de ce système. Donc j'ai entouré en vert tous les aspects sur lesquels il agit.
Alors cet exemple, c'est celui d'un collectif dans le Pays Basque qui s'appelle Outsartu, je crois. Je ne parle pas basque du tout. Désolé si certains d'entre vous sont basques et connaissent le projet, qui vise à relocaliser toute une filière. En l'occurrence, la filière blé, farine, pain. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, ce sont des parcelles qui appartenaient à des maïsiculteurs pour la plupart, qui ont décidé de convertir une partie de leur terre à la production de blé, sachant que le blé, c'était une culture qui était plus du tout commune dans le Pays Basque, voire même qui avait été complètement abandonnée au profit de la maïsiculture. Alors le problème du maïs, c'est que ça engloutit une quantité très importante d'eau pendant la période où on en a le moins, c'est-à-dire pendant la période d'étiage des fleuves en été. D'autre part, le maïs sert quasiment exclusivement aujourd'hui à nourrir du bétail, donc avec des taux de rendement énergétique très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des ressources qui sont gaspillées pour, pour nourrir ce bétail. Et enfin, c'est des cultures qui sont très souvent cultivées de façon intensive, avec beaucoup de fertilisants, beaucoup de produits phytosanitaires, qui occasionnent des pollutions importantes des cours d'eau. Donc on a tout intérêt en fait à convertir des surfaces de maïs en cultures qui soient directement mobilisables pour l'alimentation humaine et puis qui dépendent de moins de ressources. Donc c'est ce qu'ont fait les agriculteurs qui sont représentés sur cette carte. Je crois que ce n'est pas au complet, mais en tout, il y a quelques centaines d'hectares qui sont concernés. Donc, ils ont converti des parcelles de maïs en blé, en réutilisant du coup des variétés de blé qui étaient autrefois cultivées dans le Pays Basque et qui se comportaient bien dans les conditions climatiques un peu particulières du Pays Basque. Cette filière de production a été associée à des ateliers de transformation, des minoteries, qui existaient dans le Pays Basque, parce qu'autrefois en France, la quasi-totalité des communes avaient d'ailleurs des moulins et autoproduisaient une partie de leur farine et fabriquaient une grande partie du pain consommé par leurs habitants. Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce que la filière du pain c'est industrialisé partout en France. Donc là, ce que vous voyez, c'est une minoterie qui doit dater peut-être de la fin de la révolution industrielle ou peut-être du début du XXe siècle au Pays Basque et qui, en fait, utilisait du blé qui venait d'autres départements, puisqu'il n'y avait plus aucun blé qui était produit dans le Pays Basque. Donc, ils se sont associés avec ces exploitants agricoles pour leur fournir des débouchés directs et raccourcir toutes les chaînes d'approvisionnement. Et ensuite, ils ont créé une marque de farine locale qui s'appelle Erico, je crois que ça veut dire blé en basque, et ils commercialisent cette farine auprès de boulangers qui sont répartis sur tout le Pays Basque. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça touche l'ensemble de la complexité du système alimentaire et ça permet de relocaliser toute une filière. En plus, ça donne un peu de visibilité au projet et puis donc ça se vend bien auprès de la population. Et un dernier point peut-être à souligner, c'est que pour faire partie du collectif qui produit le blé écoulé sous la marque Erico, les agriculteurs doivent se soumettre à un cahier des charges. Alors, ce n'est pas de l'agriculture biologique en l'occurrence, mais je crois qu'ils ne doivent pas utiliser d'intrants de fertilisants de synthèse, qu'ils ne doivent pas utiliser de pesticides pendant quelques mois qui précèdent la récolte. Donc, tout ça pour dire qu'en relocalisant une filière, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur le mode de production. Et donc, sur le rapport de cette production aux menaces qu'on a évoquées un peu plus tôt. Donc ça, c'est un exemple très pratique de projet qui a été mené en France. On a tout un tas d'autres exemples qu'on a développés dans un rapport dont je vais vous parler un peu plus tard. Un autre exemple intéressant qu'on prend souvent, c'est dans un autre pays cette fois-ci. Alors ça, je vous conseille d'aller faire l'expérience vous-même après cette conférence, mais si vous allez sur Google ou autre, sur Google Earth, et vous survolez la Russie, vous verrez qu'il y a à proximité immédiate des grandes villes ce genre de paysage, une sorte de mosaïque très régulière. Si on dézoome, ça ressemble à ça. Donc ça fait des poches qui s'organisent autour des villes et qui sont en fait des collectifs de jardins qui regroupent parfois 20 000, 30 000 parcelles. Et ce sont des jardins relativement grands qui font pour la plupart 600 mètres carrés, 20 mètres sur 30 mètres, qui sont très homogènes. Si on zoome encore plus, on voit que ça ressemble à ça. Donc, ce sont des parcelles qui sont intensément cultivées pendant les quelques mois de l'année où on peut le faire, parce qu'en Sibérie, bien sûr, il y a une grosse partie de l'année où tout ça est sous 2 mètres de neige. Et pendant les beaux jours, une grande partie des citadins russes, on estime que c'est 50% de la population des citadins russes,
accèdent à ce type de jardin ouvrier, parfois avec une petite datcha au fond. Et ce qui est intéressant à propos de ces jardins, c'est qu'en fait, ils ont permis d'assurer la sécurité alimentaire de la Russie des périodes très compliquées sur le plan géopolitique, notamment lors de l'effondrement du bloc soviétique. Il y avait beaucoup de fermes d'État, donc les fameux kolkhozes, dont la production s'est effondrée avec des travailleurs qui faisaient défaut et plein d'intrants qui manquaient. Et en fait, la production de ces jardins est venue se substituer en grande partie au défaut de production des fermes d'État. Si bien qu'on estime qu'il y a jusqu'à 30% de la production agricole totale de la Russie qui a été assurée par les jardins de particuliers lors des années les plus dures. Donc 30%, c'est pas loin du tout. Donc c'est un exemple en fait d'aménagement du territoire qui accorde une grande importance à la production décentralisée de la nourriture et qui redonne disons, de responsabilité aux citoyens dans la sécurité alimentaire. Donc ça, je pense que c'est un exemple très intéressant à étudier sur le plan historique et aussi pour prendre exemple sur ça tout simplement dans un pays comme le nôtre qui n'a pas connu ce genre de crise et qui donc a moins incité sa population probablement à développer ce genre de production. Il y a un grand nombre d'exemples qui sont présentés dans le rapport Vers la résilience alimentaire qu'on a publié et auto-édité il y a maintenant un mois. Donc ça, c'est le travail qui est l'aboutissement d'un an et demi de recherche au sein de notre association, en partenariat avec de nombreux chercheurs. Ce rapport est librement téléchargeable sur le site de l'association qui s'appelle résiliencealimentaire.org. Donc, tout est gratuit, c'est en licence Creative Commons. Donc, vous pouvez bien sûr le télécharger si ça vous intéresse de creuser ces exemples. Ce sur quoi on a essayé d'insister le plus dans ce rapport, c'est ce que peuvent faire les collectivités aujourd'hui, au vu de leurs compétences réglementaires actuelles. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement pour relocaliser leur système alimentaire et le rendre moins vulnérable face aux différentes menaces qu'on a vues en première partie de cet exposé. Donc voilà pour un tour d'horizon des menaces et de quelques voies de résilience, très rapide. Et pour anticiper des questions que je risque d'avoir très bientôt, je vous propose de faire un point sur l'impact potentiel du coronavirus sur notre système alimentaire. Donc je ne vais pas me risquer à faire des pronostics sur ce qui va se dérouler dans les semaines à venir. Et on va simplement voir quelles sont les premières réactions de notre système alimentaire à cette pandémie. Donc on a fait une revue de presse qu'on va publier relativement bientôt, qui essaye d'estimer quels sont ces impacts sur différents maillons du système alimentaire. Alors au niveau des intrants, ce qui s'est passé, c'est que comme dans la grande distribution, avec les particuliers qui ont fait ce qu'on appelle des achats de panique, c'est-à-dire qu'ils se sont précipités sur les stocks de rouleaux de papier toilette, on a eu des cas similaires dans les coopératives agricoles où certains agriculteurs, alors ça a aussi coïncidé avec l'arrivée brutale des beaux jours et donc la nécessité de travailler le sol, de mettre en culture certaines plantes. Mais il y a quelques exploitations agricoles, en tout cas, qui se sont mis à faire des stocks d'agrofournitures, que ce soit d'engrais, d'intrants, de fertilisants, de produits phyto, de semences également. Et certaines plateformes de fourniture en fait, ont écoulé, d'après une citation, plus d'1 mois de production en l'espace d'une seule journée. Ensuite, en termes de production agricole, vous avez dû en entendre parler, il y a eu même un appel du gouvernement à ce sujet. Il y a une grande partie du travail agricole qui est aujourd'hui fourni par des saisonniers qui viennent régulièrement de l'étranger. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir et donc une grande partie des exploitations, de nombreuses exploitations, se trouvent confrontées à un manque de main-d'œuvre. Ce à quoi le ministère a réagi en proposant aux personnes au chômage technique de rejoindre les fermes, de proposer leur force de travail pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Ensuite, au niveau de la transformation, ce dont on a peur, c'est le droit de retrait que pourraient exercer des travailleurs dont les conditions de sécurité ne seraient pas assurées par leur employeur vis-à-vis de cette maladie. Et dans certaines industries, il suffit que 10 ou 15% des salariés se retirent pour nécessiter la fermeture de l'usine. Donc aujourd'hui, les usines de transformation sont très centralisées géographiquement en France.
et économiquement, ce qui fait que la fermeture d'un seul très grand site peut être très problématique pour les débouchés de toute une filière. Ensuite, au niveau de la distribution, il y a eu de nombreux impacts, notamment liés au fait que les routiers, tout simplement, ne trouvaient plus à manger sur les autoroutes et donc étaient peu incités à conserver leur travail. J'ai vu très récemment d'ailleurs qu'un des principaux transporteurs routiers de l'agroalimentaire avait subitement décidé de rehausser ses prix de 6%, il me semble, ce qui est loin d'être négligeable. Et donc il y a de nombreux impacts sur la distribution, mais qui sont encore pour l'instant relativement modestes, tant que, disons, tant qu'on ne fait pas face à un phénomène de rupture plus avancé. Au niveau de la consommation, les consommateurs qu'on est sont contraints de ne plus s'approvisionner. Alors, d'une part, dans toute la restauration hors domicile, toutes les cantines ont fermé, bien sûr, tous les restaurants ont fermé. Il y a également tous les marchés qui ont fermé. Donc, en fait, ça donne beaucoup de place à la grande distribution, qui est déjà l'acteur, évidemment, très dominant du marché. Donc, à titre personnel, ce que ça me fait craindre, c'est que ces parts de marché acquises par la grande distribution soient maintenues dans un futur à moyen terme, et donc en fait que l'hégémonie de ce système ne soit renforcée par la crise actuelle. Donc voilà pour un petit tour d'horizon des différentes menaces qui sont encore pour l'instant modestes vis-à-vis de ce que je vous ai présenté en première partie de cet exposé. On a vu que ce soit le changement climatique ou la raréfaction du pétrole, ça avait des impacts beaucoup plus lourds que ce qu'on est en train de connaître. Néanmoins, c'est pas impossible que cette crise augmente les chances, par exemple, d'être confronté à une raréfaction des ressources fossiles. Mais je ne vais pas m'apesantir sur ce point parce qu'il est grand temps de prendre quelques questions. Je crois que j'ai été un peu long. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup Arthur, c'était un peu long certes par rapport au tour initial, mais c'était super intéressant et important je pense de replacer tout ce contexte et de nous donner plein d'arguments en fait avec toutes ces menaces pour tenter de convaincre nos élus et les autres que c'est important. Du coup, il y a déjà pas mal de questions qui sont remontées, que j'ai notées. Et la première que tout le monde se demande, c'est quel rôle, donc, du coup, réponse sûrement pas exhaustive, mais quel rôle peuvent jouer les collectivités pour nous permettre de relocaliser et de pérenniser nos sources d'approvisionnement? Ok. Alors, on a choisi de s'adresser aux collectivités parce qu'on pensait qu'elles avaient une échelle d'action très intéressante et qu'elles avaient de nombreuses compétences qui permettaient de travailler sur l'alimentation. Donc aujourd'hui, on a un projet pilote qui est financé par l'ADEME avec la collectivité Grand Angoulême, dans l'ouest de la France, qui regroupe à peu près 140 000 habitants et 36 communes. Et on est en train, avec cette collectivité, de bâtir un diagnostic détaillé du niveau de résilience de leur système alimentaire et de voir concrètement ce qu'on peut faire. Donc la question tombe à point nommé, parce qu'on est sorti ce matin d'une réunion avec le Grand Angoulême. Et donc, c'est l'occasion à chaque fois de vérifier tout ce qui est quelle corde ils ont à leur arc. Donc, je pense que pour commencer à répondre à cette question, il faut d'abord voir ce que peut arrêter de faire une collectivité. Parce que souvent, on cherche à faire plus que ce qu'on fait déjà. Et il y a Naomi Klein qui dit un truc intéressant. Elle dit quand on veut sortir d'un trou, il faut commencer par arrêter de creuser. Et je pense que c'est un truc à prendre vraiment très au sérieux comme phrase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, on se préoccupe par exemple de ce que font les consommateurs. Tiens, il faudrait qu'ils mangent plus bio, qu'ils s'approvisionnent plus en local et tout ça. Mais sans se préoccuper de ce qu'on continue à faire massivement à l'échelle d'une collectivité. Aujourd'hui, comme on l'a vu, un grand problème, c'est l'artificialisation des sols. Par exemple, aujourd'hui, essayer de renforcer les circuits courts, par exemple en ouvrant une petite boutique de vente directe en centre-ville, mais tout en autorisant l'extension d'un centre commercial de 10 000 m² en périphérie de la ville, ben, on voit bien qu'on ne va pas massivement dans la bonne direction. Donc je pense qu'il y a un point important, c'est pour la collectivité, les agents techniques, les élus, de les sensibiliser à l'importance de ces questions et d'arrêter d'aller massivement dans la mauvaise direction. Et après seulement, on peut commencer, ou alors de façon concomitante, mais on peut commencer à développer des alternatives locales. Alors, ces alternatives, il y en a un grand nombre. L'exemple que j'ai cité dans le Pays Basque, il a été appuyé par de nombreuses collectivités.
mais il y en a tout un tas d'autres. Un levier direct pour les collectivités, c'est bien sûr la restauration collective. Donc, il y a notamment de toutes les écoles primaires, mais elles peuvent essayer d'aller au-delà en fédérant les collèges et les lycées, voire les EHPAD et même les restaurants d'entreprise. Et elles peuvent organiser autour de cette restauration collective des filières d'approvisionnement beaucoup plus locales. Donc ça, c'est un levier qu'elles ont de façon tout à fait directe. Et après, on pourrait prendre chacun des maillons du système alimentaire que je vous ai présenté. Et en fait, dans chacun de ces maillons, les collectivités ont des moyens d'agir, parfois directs et parfois un peu moins directs. Donc, par exemple, une menace que j'ai peu détaillée, voire pas du tout, c'est le déclin actuel important de la population d'agriculteurs. Et comme on est confronté probablement dans les années qui viennent à une baisse des rendements, ainsi qu'à une baisse de la quantité d'énergie disponible dans les champs, il faudra plutôt qu'on soit plus nombreux dans les champs. Et aujourd'hui, pourtant, c'est pas facile de s'installer paysan sur le territoire d'une commune. Donc, on a tout intérêt à faciliter les installations des paysans sur sa commune. Et là, les collectivités peuvent se montrer très motrices. Par exemple, elles peuvent installer un espace test. C'est sur des terres qui appartiennent à la commune. Elles peuvent proposer à des paysans candidats à l'installation de venir s'essayer à des techniques de maraîchage pour trouver leurs débouchés localement, commencer à se faire une clientèle locale et puis tout simplement gagner en technique. Et après, donc, ça leur permet de s'installer et d'être déjà, d'avoir un modèle économique assez pérenne. Voilà, c'est pour donner un exemple parmi d'autres que j'ai déjà évoqués, et puis surtout parmi des dizaines d'autres qui existent dans le rapport vers la résilience alimentaire. Ok, merci. Et du coup, à la suite de ça, est-ce que tu sais s'il y a des outils ou des moyens qui découlent du national et qui sont à disposition des collectivités territoriales pour aller dans ce sens? Euh, De type le projet alimentaire territorial, par exemple, qui est une directive nationale et qui... D'accord. Alors oui, en effet, à l'échelle nationale, il y a quelque chose qui sont faites. Donc les projets alimentaires territoriaux, comme tu viens de le dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un label donné par l'État à des collectivités qui décident de s'intéresser à leur système alimentaire, donc en montant un cluster d'acteurs autour de la question, qui sont régulièrement des consommateurs, des exploitants agricoles et parfois des privés, des usines qui font de la transformation alimentaire. Donc ces PAT viennent en fait récompenser en quelque sorte des territoires qui se montrent moteurs dans la relocalisation alimentaire. En revanche, dire que l'État fait ces PAT, ce serait un peu rapide comme analyse parce que donc, si on regarde le montant annuellement donné par l'État pour ces PAT, c'est 2 millions d'euros. Donc pour un ordre de grandeur, si vous construisez 1 kilomètre de route neuve, c'est 2 millions d'euros. Et donc ça, c'est le montant global alloué par l'État à tous ces PAT. Donc c'est une enveloppe très très modique. Donc ce ne sont pas du tout en fait des projets portés par l'État, mais plutôt des projets portés par des collectivités, avec parfois des associations. C'est le cas à Grand Angoulême notamment, où il y a plusieurs associations et il y a de nombreux services de la collectivité qui se mettent à s'intéresser à cette question de l'alimentation, dont en fait les collectivités publiques ont été dépossédées dans les années qui précèdent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des collectivités, elles commencent à s'y réintéresser, mais il n'y a pas du tout de service alimentation, par exemple. C'est quelque chose qui n'existe plus. Autrement dit, c'est sorti complètement de la sphère publique et ça a été délégué de façon informelle aux acteurs privés, dont on pensait qu'ils étaient tout à fait en mesure d'assurer notre sécurité alimentaire, jusqu'à se rendre compte de certaines discontinuités probables dans le futur. Ça marche. Du coup, juste un point technique, il est 18h et il y a encore pas mal de questions. Est-ce que ça te va, Arthur, si on augmente, si on garde encore 10-15 minutes pour répondre aux dernières questions? Bien sûr, ouais. Désolé d'avoir été Ok. trop long et je vais essayer de répondre de façon percutante et rapide aux quelques questions. Non, mais je pense qu'on est peu à être à 10 minutes près, du coup, et puis c'est important, du coup, c'est correct. Merci. Du coup, là, j'ai une question qui demande si tu as des exemples d'initiatives contre les menaces de sécheresse des sols. Alors, ça dépend à quelle échelle on raisonne. Si on raisonne à l'échelle d'une parcelle, il y a plein de choses à faire sur le plan agronomique. Je ne suis pas expert du tout du sujet, mais je pense que ce qui est intéressant de se questionner quand on parle d'utilisation de l'eau, c'est d'abord quel besoin on a à la base, avant de vouloir l'économiser.
exactement comme c'est le cas pour l'énergie. Avant de vouloir faire des énergies renouvelables, c'est intéressant de réduire notre consommation, de réduire la demande, de réduire le besoin. Et pour l'eau, en fait, quelles sont les cultures qui demandent de l'eau aujourd'hui? On voit que c'est principalement des grandes cultures et très principalement du maïs. En fait, il y a plus de la moitié de la consommation de l'eau en agriculture qui est utilisée pour le maïs, qui représente, je crois, 6% de la surface agricole utile en France. Et en plus, ce maïs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sert principalement à engraisser des animaux dans des élevages conventionnels. Donc c'est, du point de vue de la sécurité alimentaire, assez inutile. Donc ça, c'est pour raisonner à une échelle un peu plus globale qu'à la parcelle. Je pense que pour économiser massivement l'eau, il faudrait tout simplement se séparer d'une grande partie des cultures de maïs. Mais alors, bien sûr, on ne va pas voir les agriculteurs en leur disant vous arrêtez de faire ça et vous perdez les revenus. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est être accompagnés pour convertir ces surfaces en culture soit de blé, comme c'est le cas dans le Pays Basque, soit dans d'autres cultures qui sont substituables en alimentation animale. Donc, ils peuvent se mettre à cultiver, par exemple, du sorgho à la place du maïs, qui est une plante très résistante à la sécheresse. Donc, parfois, la valorisation n'est pas immédiate et évidente à trouver pour eux. Donc, ça demande, je pense, un accompagnement qui peut notamment être fourni par les collectivités, en fournissant des débouchés locaux aux autres cultures qui viendraient remplacer tout ça. Et après, alors à l'échelle de la parcelle, je ne suis pas du tout expert du sujet, mais vous avez dû entendre parler, pour certains, du maraîchage sur sol vivant, en tout cas de toutes les techniques de culture qui permettent de ne pas laisser du sol à nu exposé aux rayons du soleil pendant l'été. Et on peut économiser une grande partie de l'eau avec à la fois de l'irrigation de précision et ce type de culture. Et pour clore juste le sujet, en France, la majeure partie de notre agriculture est dite pluviale, c'est-à-dire que nos cultures se satisfont, pour la grande majorité, du régime hygrométrique fourni par les précipitations liées au fait qu'on a un climat océanique tempéré, avec des précipitations qui étaient, jusqu'à présent en tout cas, relativement bien réparties tout au long de l'année. Et comme on a vu sur les cartes tout à l'heure, on voit que ça risque d'être de moins en moins le cas dans les années à venir, et donc la question de la sécheresse et de l'irrigation se fera de plus en plus sentir, ça c'est sûr. Ça marche, donc plus de maïs. Enfin, c'est ce que je retiens. C'est plus simple. Ok. Une question de quelqu'un qui dit qu'il est au chômage technique. Je pense qu'on est, enfin, je sais pas mon cas, mais vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Il demande si, et tout à l'heure tu parlais de l'appel du gouvernement à aller aider les agriculteurs, et cette personne demande s'il y a un site ou un endroit sur Internet où c'est répertorié, ces besoins, où il y a des numéros à appeler, où c'est facilité de contacter ces gens ou pas, et c'est pas grave. Il me semble que c'est le cas, ou que ça va bientôt être le cas, mais je ne sais pas si c'est déjà le cas. Ok, ça marche. Bon, bah, on fait de la veille et on vous informe dès qu'on a l'information. Autre question, bah, on revient sur cette problématique d'eau. Je crois que tu as dit que les Pyrénées et les Alpes n'auraient pas de problème d'eau en 2085. Pourquoi? Ah, si j'ai dit ça, je me C'est souviens pas plus. toi? Ok, pardon. Bon, bah, quelqu'un en tout cas a cette information et se demande pourquoi, mais si t'as pas la réponse, c'est pas, y a pas de problème. Alors attends, j'ai pas mal de questions. Alors, selon toi, quels travaux scientifiques sont prioritaires pour orienter correctement la transition vers une résilience alimentaire? Ok, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quel savoir nous manque pour aller vers une résilience alimentaire? C'est comme Euh, ça que je l'interprète. D'accord. Alors, je pense que ça se situe moins du côté des savoirs que de la conviction collective qu'il faut aller vers ça. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées à l'échelle individuelle, mais la majeure partie des changements nécessitent des changements politiques à une échelle plus vaste que simplement le changement de comportement individuel. Et de ce fait, je pense qu'on a l'intégralité des connaissances techniques, agronomiques nécessaires pour se diriger vers une plus grande résilience alimentaire. En revanche, en termes de prise de conscience collective, on est très loin du compte. Et ça se traduit d'ailleurs par des comportements individuels dont on voit bien qu'ils sont aux antipodes de ce qu'il faudrait viser pour aller vers plus de résilience alimentaire. Donc c'est le fait, par exemple, que 87% des achats alimentaires sont réalisés dans les circuits de la grande distribution aujourd'hui,
le fait que la consommation de viande en France a explosé depuis 150 ans. Alors aujourd'hui, on dit qu'elle diminue ou alors qu'elle stagne, mais il faut voir la courbe dans son ensemble. Et en fait, on part d'un niveau de consommation de viande qui est très très élevé. Et ça, c'est problématique parce que c'est un usage, disons, très très inefficace des ressources, malheureusement. Notamment pour tout ce qui concerne la viande et les produits animaux issus des circuits d'élevage industriel. Donc voilà, pour répondre, oui, voilà, je pense que le problème est beaucoup plus politique que technique. Ok, ça marche, merci. Alors, moi, j'ai encore 3 questions et après, je pense qu'on arrêtera. La première, comment aider les plus vulnérables, les personnes en situation de précarité, à accéder à une nourriture de qualité? Parce que, et on le voit actuellement avec le contexte, que ce sont eux les premiers touchés par tout ça. Voilà. Ouais, c'est une question importante, qui est déjà importante à l'échelle nationale et qui est encore plus pressante à l'échelle mondiale, parce qu'aujourd'hui, une grande partie des gens qui ne mangent pas assez sur Terre sont des gens qui participent à produire de la nourriture, pourtant. Ce sont des paysans sans terre ou des tout petits propriétaires terriens qui manquent tout simplement d'argent pour avoir suffisamment à manger. En France, ce n'est pas le cas. Donc, les agriculteurs font partie disons de la catégorie de travailleurs la moins bien rémunérée, donc parmi les personnes les plus précaires en France. Et après, il y a toute une autre partie de la population qui est considérée comme ayant des revenus, la catégorisant comme pauvre, et pour laquelle c'est évidemment moins facile de faire des choix, même d'être sensibilisé, d'être intéressé par ces questions quand elle a d'autres priorités dans son quotidien. Là, je n'ai pas du tout de recommandations toutes faites, mais je serais d'avis, bien sûr, que les collectivités, les pouvoirs publics permettent à ces populations en priorité d'accéder à ce type d'alimentation. Et là, j'aimerais revenir un peu sur le sujet dont on parlait, que j'évoquais tout à l'heure. Quand on veut sortir d'un trou, on commence par arrêter de creuser. Et quand on se balade autour de Lyon, aujourd'hui, par exemple, où j'habite, dans toutes les banlieues, vous voyez qu'il y a des très grands panneaux publicitaires. Ça nous semble une évidence maintenant, qu'il y ait ces panneaux publicitaires partout, qui proposent d'aller dans les fast-foods ou consommer des produits hyper transformés ou des publicités pour le Leclerc voisin. Et subitement, il faudrait que les pouvoirs publics s'intéressent simultanément à faire évoluer les comportements alimentaires en proposant à ces populations d'aller s'alimenter autrement. Donc c'est pour moi très paradoxal d'avoir une injonction à la consommation de masse dans des produits dans des circuits de produits hyper transformés, et puis en même temps de se dire tiens mais c'est pas sain tout ça, il faudrait agir différemment. Donc pour moi il faudrait commencer par réduire disons la prépondérance de ces circuits et l'omniprésence des incitations à consommer dans ce sens. Et après, on peut commencer à sérieusement s'intéresser, notamment grâce aux cantines, par exemple, qui permettent un accès très égalitaire à une nourriture qui pourrait être de qualité et de circuit court. Là, on pourrait toucher ces populations, en tout cas les enfants parmi les populations défavorisées. C'est une piste de réponse bien incomplète. Non, mais c'est déjà pas mal. Merci. Du coup, tout à l'heure, on parlait de l'échelle collective et aussi de l'échelle individuelle. Et il y a quelqu'un qui demande concrètement comment est-ce que je fais pour m'occuper d'un jardin qui participe à la sécurité alimentaire alors que j'ai un travail à plein temps. Et du coup, de manière générale, qu'est-ce qu'individuellement je peux faire pour aller vers la résilience alimentaire? Alors, pour avoir un travail à plein temps, il faut souligner que c'était le cas par exemple, des collectifs de jardins russes. La grande majorité sont des salariés qui vivent en ville parce qu'ils ont un travail à plein temps en ville, avec pour la plupart des boulots qui leur très très chronophages. En fait, en général, ils y vont simplement le week-end et pendant des périodes de congé. De plus en plus, ça devient disons, des zones de villégiature, de résidences secondaires assez spartiates pour des millions et des millions de citadins russes. Donc, je pense que ça peut s'accommoder, d'autant plus que le travail des champs, finalement, même si c'est du travail aussi, il est plutôt très complémentaire. C'est du travail physique et on en manque massivement aujourd'hui dans nos modes de vie. Cela étant, je pense que c'est important de tempérer, disons, l'enthousiasme collectif des Russes pour aller cultiver leur jardin. Historiquement, ça a été motivé par des manques concrets de la population, par des disettes, par le fait que
les fruits et légumes frais, encore aujourd'hui en Russie, sont difficiles à trouver ou alors assez chers. Et donc, les populations ont un intérêt pratique, économique, à aller cultiver ces jardins. Alors, quand on est dans un confort matériel et qu'on sort d'une grosse journée, je veux bien comprendre que ce ne soit pas une évidence pour chacun d'aller en plus s'infliger 2 heures de culture de radis à la frontale le soir. Ça dépend beaucoup des goûts de chacun. Après, ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, du coup, je dirais que c'est pas à l'échelle individuelle, c'est plutôt à une échelle un peu plus large. Donc, essayer de rencontrer les élus locaux de sa commune, de son interco, et essayer de voir ce qu'ils font concrètement en ce sens. Parce que l'approche qu'on a dans l'association Les Greniers d'Abondance, c'est moins de dire chacun doit faire son éco-hameau et cultiver son potager en permaculture, ce qui est super à l'échelle individuelle et ce qui est extrêmement riche certainement. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est de réfléchir à une échelle un peu plus vaste. Parce que en faisant tout parfaitement à l'échelle individuelle, on est loin de commencer disons, à agir à la mesure des menaces et de la difficulté des problèmes qui nous sont présentés. Alors qu'à l'échelle d'une commune, on commence potentiellement disons, à toucher un territoire plus vaste et du coup une population bien plus importante. Et alors pour agir concrètement, je vous conseille à nouveau de vous référer au premier document qu'on a publié qui donne des tas et des tas de pistes d'action qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle d'une commune. Ok, moi j'ai déjà téléchargé, mais je vous invite à le faire. Et on mettra d'ailleurs, une fois qu'on mettra la vidéo en ligne sur notre chaîne YouTube et aussi sur la page Facebook. Et on enverra aussi les liens par mail. Enfin bref, vous pourrez revoir un peu partout cette présentation et on mettra en lien le site des Greniers d'Abondance. Et excusez-moi, j'ai un chat qui rentre dans ce champ de vision. C'était pas prévu. Et avec les ressources associées. D'ailleurs, question qui a été plusieurs fois posée là, Arthur, est-ce que la présentation que tu viens de nous faire, tu acceptes de la partager, notamment en fait, le support de présentation? Il y en a qui demandaient si c'était possible de l'avoir pour le présenter à leurs élus. Oui, bien sûr. Donc je le mets dans le fil de conversation ou je te l'envoie et tu sauras le diffuser au présent. Ouais, je pense que tu me l'envoies par mail et, et je diffuserai. Je pense que je pars 2 secondes et j'enlève ce chat de mes bras et tout va mieux. Hop là. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Du coup, dernière question. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu as des exemples de liens qui existent entre des collectivités urbaines et des collectivités rurales pour créer et favoriser des circuits courts? Moi, je comprends cette question en mode une métropole qui s'allie avec un territoire rural aux alentours pour suffire à ses besoins alimentaires. Est-ce que c'est des exemples qui te disent quelque chose? Oui, il y a plusieurs exemples de ça. Alors je n'ai pas nommément à vous citer en tête, mais de toute façon, quand une grande ville veut travailler sur son niveau d'autonomie alimentaire, c'est évidemment essentiel qu'elle s'associe avec des territoires plus ruraux autour. Après, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Pour une ville comme Lyon, si on fait des calculs, on voit que si on trace un cercle avec un rayon de 50 km autour de Lyon, ce qui correspond grosso modo à l'aire urbaine de Lyon, on arriverait, moyennant une évolution significative des régimes vers des produits plus de saison et surtout une alimentation plus végétale, on arriverait déjà à satisfaire les besoins de l'aire urbaine lyonnaise sur un territoire qui correspond à peu près à un cercle de Lyon et 50 km autour. Donc ce n'est pas des territoires absolument gigantesques. Et les villes peuvent, en tout cas à l'échelle d'une aire urbaine, qui comporte en général toujours des pôles urbains très denses et des zones rurales beaucoup moins denses, les villes pourraient atteindre un niveau d'autonomie alimentaire assez important finalement. C'est chouette ça. C'est une bonne chose. En fait, il faut juste qu'elles veulent et puis voilà. Et voilà le résumé d'1h30 de webinaire en 3 mots. Merci beaucoup Arthur d'être venu nous parler de résilience alimentaire. C'était très intéressant. J'espère que ça va nourrir tout le monde pour avancer sur le sujet et faire bouger pas mal de communes dans ce sens.
Du coup, je te laisse m'envoyer par mail tout ce que tu veux bien partager comme ressources et nous, on diffusera ça sur le maximum de supports possibles. Ben voilà, merci tout le monde d'être venu. On se retrouve dans 2 semaines à la même heure pour un thème finance. On n'a pas encore développé l'ordre du jour, mais ça va tourner autour de ça. Ben voilà, bonne fin de soirée à tout le monde et on va cliquer sur quitter la réunion. Ça va tous vous éteindre l'écran. Voilà, bonne soirée à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup à tous. Salut! Au revoir.